les ressources naturelles qui abondent en République démocratique du Congo. Finalement, ce pays a le bonheur de son malheur et le malheur de son bonheur, ce sont ses ressources naturelles. À vous dire, par exemple, les armées étrangères qui sont sur le sol, bon, soyons clairs, elles ne sont pas là forcément pour aider le gouvernement en place, c'est pour se servir en minerais, etc. On a vu tout ça. Absolument. Et il y a beaucoup de rapports, notamment du panel des experts des Nations Unies entre 2001 et 2003, des rapports d'ONG internationales très sérieuses comme Human Rights Watch ou Global Witness, qui pointent évidemment le doigt sur ces ressources naturelles. Il est clair aujourd'hui, et le panel des experts des Nations Unies l'a mentionné dans son dernier rapport, que l'enjeu principal du conflit aujourd'hui à l'est de la RDC reste les ressources naturelles. Alors, et on dit ça, on s'est dit que ça va continuer. Parce que personne ne va aller faire la police mondiale pour dire laissez ceci aux Congolais et vous partez. Sauf s'il y a une véritable volonté politique avec un appui peut-être de la communauté internationale pour dire stop, maintenant tout le monde chez soi, avec peut-être des pressions internationales et économiques sur les pays voisins et les pays qui sont impliqués dans ce conflit, pour dire stop, tout le monde chez soi. Et maintenant, une deuxième mesure qui paraît essentielle pour que cela cesse, c'est d'institutionnaliser le circuit des matières premières, de restaurer un contrôle sur l'exportation, un contrôle sur l'importation et les conditions d'extraction de ces minerais. Bon, on a compris à vous entendre que c'est quelque chose qui serait souhaitable mais qui ne va pas être fait dans l'immédiat. Hein, c'est pas si simple. Hein. Ce n'est pas simple. Le pays est en véritable déliquescence. Vous l'avez dit, il sort de 15 ans de guerre. Et il y avait auparavant 30 ans de mobutisme qui avait déjà commencé à mettre en place une économie parallèle sur toute l'extraction minière. Ça prendra énormément de temps. Il y a un travail de reconstruction, il y a un travail de confiance aussi entre les institutions, les autorités et la population. Travail de confiance, ça m'amène à la question suivante sur la Fondation Hirondelle et Radio Okapi. Comment êtes-vous perçu, vous qui êtes là-bas, vous étiez donc rédacteur en chef de cette radio, qui est en fait la radio nationale, si j'ose dire, au sens que c'est la seule maintenant. Absolument. Comment êtes-vous perçu? C'est très ambivalent. On vous considère comme quoi? Comme des gens venus de l'étranger donner des leçons ou pas du tout? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le schéma de Radio Okapi n'est pas un schéma avec des expatriés qui viennent dispenser leur savoir. On vient là pour travailler avec un réseau de journalistes congolais. Vous l'avez dit. Vous en aviez combien, les journalistes congolais à vos côtés? Environ 120 au plus fort des élections présidentielles qui ont eu lieu en 2006, les premières depuis 40 ans. Il y avait un déploiement d'environ 160 journalistes sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes crédible? Trois choses. Dans les informations que vous donnez, j'entends. Trois choses. D'une part, vous l'avez dit, la radio est une radio nationale, la seule. Quand on dit nationale, c'est dans ses moyens de diffusion, elle couvre l'ensemble du pays par la FM et par les ondes courtes. Elle est nationale par la représentation de la population. Les programmes sont, et particulièrement les journaux d'information, sont dispensés en 5 langues. Les 4 langues reconnues nationalement sur le territoire de la RDC et le français. Ça veut dire que tout le monde peut entendre des informations qui viennent de sa province, et dans les langues qui les concernent. Donc représentatif. Absolument représentatif, avec une proximité également. La Radio Okapi est composée d'une rédaction centrale à Kinshasa et de 8 stations provinciales avec environ 10 journalistes dans chaque station qui rayonnent sur leur province. Ça veut dire qu'ils font un travail de proximité et qu'ils peuvent ramener ces informations auprès de la rédaction centrale et nourrir cette rédaction centrale. Alors au fond, ce qui serait souhaitable à terme, c'est qu'une vraie radio nationale essentiellement congolaise puisse subsister. Absolument. C'est ce qu'il faudrait. Ce serait un modèle, on peut imaginer un modèle de Radio Okapi qui puisse être pérennisé et qui puisse revenir entièrement aux Congolais. Ce n'est pas par hasard que je dis ça. En fait, ce travail a déjà commencé. Aujourd'hui, après 7 ans d'existence de Radio Okapi, la plupart des expatriés ont quitté leur poste pour mettre en place des Congolais qui travaillaient auprès d'eux
au long de toutes ces années. La pérennisation commence par là, par avoir des cadres congolais qui sont capables de mener cette radio à tous les postes, que ce soit les postes administratifs, rédactionnels. Alors, pour la radio, mais pour l'ensemble du pays, on peut espérer un Congo pacifié dans combien de temps? C'est loin, c'est une échéance très lointaine, ou vous êtes beaucoup plus optimiste que ça? Je ne pense pas que ça puisse se faire dans les 5 ou 10 prochaines années. Bon. Je pense que les enjeux économiques sont tels qu'aujourd'hui, il y a énormément d'implications de la communauté internationale, de sociétés étrangères qui ont des intérêts dans ce pays et qui pèsent encore beaucoup dans la politique du pays. Merci Samuel Thiapa. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous étiez donc là-bas entre 2004 et 2008 pour le compte de la Fondation Hirondelle. Merci à vous. Merci. C'est la faute aux Nations Unies. Les casques bleus sont des incapables et l'ONU ne sert à rien. Ça, c'est ce que l'on entend assez souvent en Afrique même à propos des horreurs du Rwanda et du Congo. Au Rwanda, l'ONU n'aurait pas pu ou pas voulu empêcher le massacre et n'aurait pas compris qu'un génocide se préparait. Au Congo, les casques bleus seraient dans l'incapacité d'assurer la sécurité des réfugiés et encore moins de ramener la paix. Ce sont là des accusations graves et injustes. Ce qui est grave, c'est que les gouvernements africains respectifs n'ont pas fait confiance aux forces des Nations Unies, on a caché certaines réalités aux responsables de l'ONU, on n'a pas joué le jeu de la coopération, parfois même on a joué un double jeu, on n'a pas non plus donné aux soldats des Nations Unies les moyens logistiques suffisants. Par exemple, au Congo, les casques bleus attendent toujours les 18 hélicoptères qu'on leur a promis. Et toutes ces accusations sont injustes, dans la mesure où l'on fait hypocritement porter la responsabilité de la dégradation de la situation à ceux-là même qui sont venus pour vous épauler, une pratique et une critique facile pour se dédouaner de sa propre incompétence. Et sur la page web de Géopolitis, vos questions sur cette guerre des Grands Lacs, sur le rôle de la Fondation Hirondelle et les réponses de notre invité, ce que l'on trouve sur la toile comme vidéo et documents sur cette guerre des Grands Lacs, vue du passé ou notamment la très riche histoire du Congo, enfin la documentation et les sites les plus performants sur cette problématique. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis. Bazo Boma. Tout le temps Bazo Boma. Est-ce que beaucoup continuent côté la cinéma? Cinéma, il y a pas massacre. Est-ce que le peuple congolais a continué là pongi? Est-ce que le peuple congolais a continué toujours n'a pas église? Bah église, il y a pas faux pasteur. Côté les mains, koloba, alléluia, alléluia. Et bazo bomabino, alléluia. Est-ce que beaucoup kende qui n'a pas église? Ko sambela, Yesu yaka, Yesu akoyate. Parce que Yesu atsalaki nyoso atiaki na motema là-bas. Africain nyoso. Olingi. Oyala moto bako respecter telema. Olingi ba stopper ko bomayo telema. Soki otelimite okoyala esclave. Et ceux qui osent esclave, bako viole yo, bako boma yo, bako kata yo. Vérité, il faut peuple congolais à mon yango. Vérité, il faut peuple congolais à tala yango. Sikoyo boloba. C'est fini ba massacre. C'est fini ba zoa bisonnette ba soso. Oui. Peuple congolais, téléma. Ceux qui ont télémité.
hein, oko disparaître. Oko disparaître. Ce qui au télémité, c'est fini pour Nayo. Ce qui au télémité, oko lela. Oui, peuple congolais. Sikoyo telema. Sikoyo, il faut au loba, libération coûte que coûte. Babomi trop. Plus de 20 millions de morts. Eza 10 millions, Eza 6 millions T. Eza plus de 20 millions. Parce que la RDC chaque jour babomaka. Na RDC chaque jour bar violaka. Peuple congolais. Téléma. Sikoyo soki balobi na yo République démocratique du Congo oloba kombo ya mboka nanga eza République démocratique te. Eza République indémocratisée. Ou République à démocratiser. Oui. République démocratique koyala mokolo peuple. Akobima na situation ya ba viol, situation ya ba occupant. Nani azo occupé mboka na bino? Ba communauté internationale. Ba bato bozolo ba au secours boya ko aider biso. Ba koya jamais ko aider biso. Bino. Boyoki na vidéo elekaki. Journaliste à lobby, ba casque bleu, ba lobaki ba pesa bango 18 hélicoptères, juste les lots ba pesi bango te. Parce que pour na ba multinational, pour na ba gouvernement, il faut ba boma bino. Pour na bango bazo zwa bino, hein, net ba so pour l'amoka. Révolution, soulèvement populaire. Oui. Boma ba kolabo. Boma ba faux opposants ya libumu na kati ya RDC. Boma ba faux député na kati ya RDC. Boma ba kolabo. Oui. Oui. Oui, peuple Congo. Basakani trop nabino. Oui, peuple Congo. Oui. Botelema. Botelema. Ceux qui botelemité. Beaucoup disparaître. 20 ans de conflit. Et ça est belé, hein? Hein? Tokotala, Congo. Congo, peuple Congo, Lamuka. 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 Ceux qui ont Lamuki te, Bako Bomayo. Bako Bomayo est bien fait, hein? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la République démocratique du Congo. C'est un pays qui connaît une instabilité depuis des décennies et il nous semblait important d'en parler car ce qu'il s'y passe n'est pas souvent évoqué dans les médias. C'est parti. La République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec la République du Congo, est un pays d'Afrique centrale. C'est un pays francophone, le 4e plus peuplé du continent avec ses 87 millions d'habitants. Il s'étend sur 2 300 000 km², voici la France superposée pour comparaison, et une grande partie de sa superficie est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, ce qui rend difficile la circulation sur son territoire. Son indice de développement humain est de 0,414, ce qui est très faible. Sa capitale est Kinshasa, sur le fleuve Congo, et le pays a un petit accès à l'océan Atlantique. Il dispose de frontières terrestres avec donc la République du Congo, mais également l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la République centrafricaine. La République démocratique du Congo connaît d'importants troubles depuis 2 décennies, surtout dans l'est du pays. Les raisons de ces conflits sont complexes, elles sont d'origine ethnique, politique, économique. Nous allons essayer de résumer la situation et de décortiquer un peu tout ça. Le Congo acquiert son indépendance de la Belgique en 1960.
S'ensuivit 5 années d'incertitude jusqu'au moment où Joseph Mobutu, alors commandant en chef des armées, s'autoproclame président. Il nomme le pays Zaïre, va rester au pouvoir jusqu'en 1997 et mener une politique autoritaire, dictatoriale et alignée sur les États-Unis durant la guerre froide. Dans les années 90, la guerre froide alors terminée, les États-Unis retirent peu à peu leur soutien à Mobutu, et celui-ci perd progressivement en autorité. Il instaure alors le multipartisme, mais cela ne suffira pas à le maintenir au pouvoir, qu'il perdra à l'issue de la première guerre du Congo. Cette guerre prend sa source lors du génocide rwandais de 1994. Pour rappel, cela fait référence au massacre des Tutsis par les Hutus, deux ethnies rwandaises. Ce génocide a fait plus de 800 000 morts en à peine un peu plus de 3 mois. Après cet événement, près de 2 millions de réfugiés Hutus fuient dans l'est du Zaïre. Certains sont d'ex-génocidaires et craignent des représailles. D'autres ont peur de subir le même génocide après l'arrivée au pouvoir au Rwanda du gouvernement Tutsi, avec Paul Kagame comme homme fort, qui en deviendra président par la suite. Une fois installés dans l'est du Zaïre, les ex-génocidaires Hutus s'organisent en milices et persécutent les populations Tutsi vivantes au Zaïre. Le Rwanda commence alors à armer ces Tutsis zaïrois qu'il considère comme alliés naturels, afin qu'ils puissent se défendre. Face à cela, le gouvernement de Mobutu, qui voit d'un mauvais œil l'ingérence rwandaise sur son territoire, ordonne aux Tutsis zaïrois de quitter le pays. Pour info, beaucoup de Tutsis vivant au Zaïre à ce moment-là n'ont même pas la nationalité zaïroise. En réponse, le Rwanda et son allié l'Ouganda participent à la création de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, groupe composé de rebelles congolais opposés au gouvernement Mobutu, mais également de troupes rwandaises et ougandaises. La guerre commence. L'AFDL, menée par Laurent Kabila, prend rapidement l'avantage, marche jusque Kinshasa et en chasse Mobutu. Kabila s'autoproclame président et renomme le Zaïre, qui devient la République démocratique du Congo. Mais une fois au pouvoir, il se retourne contre ses anciens alliés et demande aux troupes rwandaises et ougandaises restées dans l'est du pays de se retirer rapidement. Il chasse également en 24 heures les Tutsis présents dans son gouvernement, et des centaines sont lynchés à Kinshasa. Ce sont les prémices de la deuxième guerre du Congo. Les tensions montent entre Kabila et ses ex-alliés, et en août 1998, des Tutsis de l'armée congolaise se mutinent et obtiennent le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ils forment un groupe rebelle, le RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Ils prennent rapidement les villes de Goma, Bukavu et Uvira, puis toute une partie de l'est du Congo, qui se retrouve donc sous influence rwandaise. En réponse, Kabila demande de l'aide aux milices anti-Tutsi, et des violences apparaissent un peu partout sur le territoire, jusque dans Kinshasa. Mais très vite, dès mi-août 1998, des membres du RCD parviennent à approcher la capitale. Ils sont rejoints sur place par d'autres troupes mutinées issues de l'armée régulière congolaise. La situation est donc critique pour Kabila, mais il parvient à gagner un certain nombre d'alliés dans la région. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad, la Libye et le Soudan. Et grâce à leur soutien, il parvient à éloigner les rebelles de la capitale. Parallèlement à cela, l'Ouganda fonde son propre groupe rebelle au Congo, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, qui va bientôt contrôler la partie nord du pays. Le FDLR, Front démocratique de libération du Rwanda, est également fondé en 2000 par des ex-génocidaires Hutus réfugiés du Rwanda. Ils soutiennent Kinshasa dans cette guerre et sont actifs un peu partout dans l'est du pays. Leur objectif est de reprendre le pouvoir au Rwanda, qu'ils avaient perdu peu après le génocide de 1994. On voit donc bien qu'entre le MLC, le RCD, le FDLR, les milices Hutus et un grand nombre d'autres groupes non cités, cette guerre n'est pas une guerre traditionnelle. C'est une suite d'escarmouches entre groupes armés soutenus par différents gouvernements, ne respectant pas le droit international et n'hésitant pas à s'attaquer violemment aux populations civiles. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par un garde du corps. Son fils, Joseph Kabila, prend immédiatement le pouvoir. Et à partir de 2002, la situation se détériore pour le Rwanda. Les membres du RCD, lassés par la guerre, arrêtent les combats. Certains rejoignent même les rangs de l'armée congolaise. Et des affrontements ont lieu avec l'armée rwandaise. Le Rwanda ne peut continuer la guerre et en juillet, il signe un accord de paix avec le Congo. L'accord prévoit le retrait de 20 000 soldats rwandais du territoire congolais et en retour le désarmement des milices composées d'anciens génocidaires de 1994. En septembre, la paix est également signée avec l'Ouganda. Malgré la fin de la guerre, des escarmouches ont encore été observées dans les régions de l'est du Congo, car des dizaines de milices sont encore actives. Certaines Tutsis, d'autres Hutus, d'autres aucun des deux. Il est très difficile de savoir précisément lesquelles sont les plus actives, les plus dangereuses et quelles sont leurs motivations exactes. Quoi qu'il en soit, cette situation va mener à un nouvel affrontement, la guerre du Kivu. Après la deuxième guerre du Congo, un gouvernement de transition est mis en place. Parmi d'autres mesures, il prévoit de créer une nouvelle armée, en intégrant les combattants congolais des principaux différents groupes armés ayant combattu pendant la guerre. L'objectif est de rassembler et de pacifier le pays. Mais on obtient une armée à la fidélité très discutable, mal équipée, mal entraînée et peu disciplinée.
Après tout, beaucoup de ces combattants sont anciens rebelles, ayant commis des crimes et des pillages, et se sont battus les uns contre les autres. Laurent Nkunda, un Tutsi ancien membre du RCD, est nommé colonel puis général de cette nouvelle armée. Mais très vite, il rejette l'autorité du gouvernement de Kabila et avec de nombreux déserteurs Tutsi fonde son propre groupe armé, le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Il est basé dans les forêts du Massissi et étend son influence sur une bonne partie du Kivu. Durant les années suivantes, des affrontements ont lieu entre le CNDP et les forces gouvernementales congolaises et un bon nombre de milices Hutus, dont le FDLR. Des centaines de milliers de civils quittent leur foyer pour fuir les combats et de nombreux crimes contre l'humanité sont commis. Massacres, tortures, viols. Les combats continuent jusqu'en 2009 lorsque Laurent Nkunda est arrêté. Un accord de paix est alors signé le 23 mars. Les combattants de Nkunda, en échange de la signature, demandent la libération de prisonniers ainsi que le contrôle de 3 ministères en vue des prochaines élections présidentielles de 2011. Mais après ces élections, en 2012, ils estiment que l'accord n'est pas respecté et lancent une nouvelle rébellion, le mouvement du 23 mars, ou M23. S'ensuit encore plus d'1 an et demi d'affrontements dans la région du Kivu, jusqu'en 2013 avec son lot de tueries et de pillages. Les forces armées congolaises, avec l'appui de forces de l'ONU, parviendront finalement à contenir la rébellion. Le M23 dépose alors les armes. Plus de 4 ans après la défaite du M23, une multitude de factions armées sévissent toujours dans l'est du Congo, notamment dans les régions de Kivu et de l'Ituri. On en compterait plus d'une centaine, très hétéroclites, composées d'une vingtaine d'hommes à quelques milliers. Certains ont des revendications politiques qui restent parfois très floues, d'autres sont plus simplement des groupes de pillards que des milices rebelles, et d'autres sont des milices d'autodéfense formées dans les villages pour lutter contre les pillages. Cette fragmentation est un moindre mal pour le gouvernement, car aucun groupe n'a la force de menacer directement Kinshasa et le pouvoir central. La population, en revanche, est comme toujours en première ligne. La situation est donc extrêmement complexe. On enchaîne les guerres et les jeux d'alliance entre milices changent en permanence. Les groupes prennent des noms, puis en changent, fusionnent avec d'autres groupes, puis se mutinent. Des membres de l'armée régulière et même de l'ONU sont accusés de connivence avec certains groupes. Bref, il est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi et qui veut quoi. Et les forces de l'ONU déployées sur place sont impuissantes, car il faut s'imaginer le contexte géographique. Des villages éparpillés, séparés par des plantations et des forêts équatoriales ou tropicales, peu de routes bétonnées et un pays qui subit des pluies abondantes une bonne partie de l'année, qui rendent les routes boueuses et difficilement praticables. Difficile dans ces conditions de traquer des groupes rebelles ou d'avoir une vision claire de la situation. Alors pourquoi le Congo est-il si instable? Pourquoi tant de personnes souhaitent prendre le contrôle des régions orientales du pays? Il existe des tensions entre ethnies rivales, c'est évident, mais nous allons voir que des motivations économiques sont aussi largement responsables. Il faut savoir que l'Est du Congo regorge littéralement de ressources minières. On y trouve notamment de l'or, de l'étain, du coltan, du tungstène, des diamants et bien d'autres. Ces ressources sont vitales pour de nombreuses industries. Nous pouvons citer l'industrie automobile, l'aérospatiale, les hautes technologies ou encore la joaillerie. La seule région du Kivu abriterait entre 60 et 80% des réserves mondiales connues de coltan, minerai utilisé dans l'électronique. Ces ressources ont toujours attiré les pays étrangers. Des rapports de l'ONU confirment que les actions des gouvernements rwandais et ougandais sont au moins en partie motivées par l'accaparation de ces ressources. On voit donc que les conflits sont loin de se résumer à des rivalités ethniques. Actuellement, certaines mines sont contrôlées par des milices. Les mineurs sont taxés et l'argent récolté sert à acheter armes, munitions, vivres, et donc participe à l'entretien des rébellions. Le problème réside dans la traçabilité des minerais. Lorsque ceux-ci sont extraits des mines, les mineurs vont les vendre à des revendeurs, qui les revendent eux-mêmes à des comptoirs, qui eux-mêmes les revendent en passant par des sociétés de trading, souvent occidentales. Après cela, les minerais sont acheminés bien souvent vers les pays asiatiques, qui fabriquent tout un tas d'appareils. Le problème, c'est que lors des transactions, les bons de commande indiquent par exemple la quantité de minerais, le destinataire, le comptoir expéditeur, mais rarement la mine d'origine. Il est donc impossible de savoir si les minerais achetés proviennent d'une mine tenue par des milices ou non. Et quand bien même l'origine serait indiquée, comment savoir si telle mine était tenue par une milice au moment de l'extraction? Donc lorsque l'on entend qu'il faut que les entreprises occidentales se renseignent sur la provenance des minerais, il ne faut pas se voiler la face, c'est tout bonnement impossible. Alors certaines associations et ONG appellent les consommateurs à ne plus acheter les biens contenant du minerai congolais. Mais beaucoup de villages survivent néanmoins grâce aux mines, et ont besoin de ces minerais pour subvenir à leurs besoins. De plus, si les minerais ne se vendaient plus, les groupes armés pilleraient alors davantage les récoltes, le bétail, le bois rare ou autre. Ce n'est donc pas une solution. Et depuis 20 ans, les conséquences sur la population sont désastreuses.
Selon les sources, les conflits auraient fait entre 4 et 6 millions de morts, dont la moitié d'enfants en bas âge. C'est le pire bilan humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de femmes, jeunes filles et jeunes garçons ont été violés. Le viol massif est utilisé comme stratégie de guerre, pour casser l'équilibre des villages et familles. Lorsque les villageois ne sont pas simplement tués, les hommes sont tabassés et torturés et leurs familles violées devant eux. Comment retrouver un équilibre après un tel traumatisme? Comment regarder sa famille dans les yeux? Les milices le savent bien et cherchent par là à contrôler les esprits par la peur. Des cas d'esclavagisme sont également attestés. Des personnes sont envoyées travailler de force dans les mines, et des enfants soldats sont utilisés en première ligne comme chair à canon. Certains jeunes Congolais et Congolaises n'ayant connu que cette violence, et ayant baigné dedans depuis leur plus jeune âge, vont devoir apprendre à vivre dans la paix. C'est toute une génération qui va falloir rééduquer. Aujourd'hui, les Congolais attendent de pouvoir élire un nouveau président. La Constitution ne permet pas à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat. Mais depuis fin 2016, il repousse sans cesse les élections pour se maintenir au pouvoir. Des violences ont d'ailleurs eu lieu pour cette raison. Aux dernières nouvelles, les élections devraient se tenir en décembre 2018. Nous pouvons espérer que la fin de l'ère Kabila sera synonyme de démocratie et d'apaisement. C'est absolument nécessaire pour le peuple congolais. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris des choses ou au moins avoir éclairci certains points car c'est un sujet très complexe. Sachez que j'ai largement simplifié la situation et en ai dégagé les grandes lignes. Je vous ai mis 2 reportages en description, ce sont des vidéos plus immersives et qui vous permettront peut-être de mettre des images, des visages sur ce que je vous ai raconté. Vous pouvez vous abonner car d'autres vidéos vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut! Oui, nous avons entendu, nous avons vu. Donc les multinationales, ils tuent immensement en RDC. Parce qu'ils se disent les patrons du Congo. Oui, les multinationales, ils ne tuent pas seuls en RDC. Il y a des gouvernements de la communauté internationale qui sont derrière eux. Les multinationales. Mais c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui dirigent les pays où ce que nous sommes, l'Europe, les États-Unis, partout, en Europe. C'est pas ceux que nous voyons présidents qui dirigent, ce sont les multinationales. Les multinationales, quand vous chercherez bien dans toute leur famille, c'est des parents d'Hitler. C'est des parents arrière-petits-fils hitlériens. C'est des barbares. Oui. Des Allemands. Oui. Et vous avez ceux d'Israël qui vont massacrer en RDC pour les pillages de minéraux. Mais est-ce que c'est normal ce qui se passe? Est-ce qu'on peut nous parler de la démocratie? Est-ce qu'on peut nous parler de pays de droits de l'homme? Est-ce que nous allons croire? Je n'y crois pas. Je ne crois pas. Ils massacrent immensement. Ils se disent que la vie des femmes et des enfants et des hommes les appartiennent. Communauté internationale, crime contre l'humanité au Congo RDC, tue. Mais voilà pourquoi nous devons nous intéresser à ceux qui sont des juristes, des avocats, mais des avocats véreux. Il y a pas mal des avocats qui commencent à aller en Afrique pour épauler les dictateurs. L'Afrique est devenue l'aile dorado des avocats. Des avocats blancs, oui, ils vont chercher du travail. Kabila, celui qui a volé le nom de Laurent Désiré Kabila, un Rwandais Tutsi, Hippolyte Kalambe, Toufina Toufi. Il a des avocats français, il a des avocats anglais et des avocats américains, il a des avocats même d'Israël. La vérité doit être dite. Chaque jour, il tue le peuple. Il tue le peuple. Et qui est derrière pour les épauler? Les faux pasteurs. Les faux pasteurs, ils sont pleins en RDC. Leçon
pour étouffer les cerveaux des Congolais. Il leur raconte des bêtises, hein. Alléluia, Nakombo ya Yesu, Alléluia, mensonge. La religion, la politique, la prostitution font un seul domaine. Le fric et le fric, la mafia. La religion était à l'origine du sommeil du peuple Congo, du sommeil du peuple africain. Car la religion est un antibiotique. Pona elali sa peuple Congo azolala pongi, esprit na ye elali. Bazo kende na bandako ya Yesu soi-disant. Alléluia, 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 bazo kosabino. Botelema. Soulèvement populaire. Et ni yango, et kobimisa bino na catastrophe ya minene. Mais soki bolobi, communauté internationale, bakoya ko libérer biso, bosali faux barrage. Vous vous êtes trompé. Communauté internationale akoyate. Parce que ni bango bazo bomabino na Kinshasa, ni bango bazui mboka na bino en captivité. Cette même communauté internationale, ni bango bazui Congo RDC na captivité. Et bako continuer ko bomabino, bako continuer ko violer bino, bako continuer ko kata bino. Peuple Congo, Lamuka. Peuple Congo, Lamuka. Peuple Congo, Boma Bakolabo. Peuple Congo, Boma ba faux pasteur. Peuple Congo, Boma ba opposant ya Libumu na RDC. Peuple Congo, Boma ba député na RDC. Bango nyoso bazo contribuer na balkanisation na mboka. Bango nyoso bazo contribuer pona ba multinational ba bomabino. Peuple Congo, Lamuka. Peuple Congo, soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Révolution coûte que coûte. Armes à la main. Révolution. Cocktail Molotov. Pour la libération ya RDC. Peuple Congo. Peuple Congo. Téléma. Oui. Téléma. Téléma. Car ceux qui ont télémité, bako disparaître au peuple congolais. Ceux qui ont télémité, bako bomayo au peuple congolais. Ceux qui ont télémité, bako loba, peuple congolais, azad na droit na la vité. Il faut ôter les mains. Il faut ôter les mains pour Namboka na yo. Il faut ôter les mains pour la libération. Il faut ôter les mains pour la Oloba. C'est fini. C'est fini, complicité. Il y a communauté internationale. Il faut botter les mains. Peuple Congo, exprime ta colère. Exprime ta colère. Ba bloqué yo. Bazui
biloko nyonso na vie na yo. Peuple Congo, peuple Congo. Lamuka, 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 lamuka. Oui, peuple Congo. Lamuka. On va suivre autre chose. Oui, peuple Congo.